Anne Dalvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Pour le 54e épisode de son podcast, la cantine numérique de Brest a le plaisir de rencontrer Samuel Goeta, spécialiste des données ouvertes et cofondateur de Data Activist. Il vient nous présenter son livre « Les données de la démocratie, Open Data, pouvoir et contre-pouvoir », paru chez CEF Éditions en février 2024. Bonne écoute. Bonjour Samuel Goeta. Bonjour. Tu es sociologue et spécialiste des données ouvertes et tu viens de publier chez CEF un ouvrage qui s'intitule « Les données de la démocratie, Open Data, pouvoir et contre-pouvoir ». Les données ouvertes, c'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps ? Ouais, ça va faire à peu près, un peu plus d'une décennie maintenant que je m'intéresse, aux données ouvertes. Je le raconte dans l'intro du livre, je m'y suis un peu pris d'intérêt à cette question-là, quand j'étais aux États-Unis, entre 2007 et 2008, dans le cadre d'un échange universitaire, où j'ai vu apparaître, notamment dans le cadre d'un de mes cours, on a commencé à m'en parler, puis je m'intéressais. Moi, j'étais très, remonté contre la loi Hadopi, comme beaucoup, j'étais très intéressé par, Creative Commons, tous ces mouvements autour de la culture libre et je vois émerger, les premières politiques d'open data, notamment, aux États-Unis avec la naissance de data.gov. Je suis revenu en France, j'ai un peu déchanté parce que, je voyais, alors tu avais quelques territoires qui se lançaient dans l'open data avec parfois des promesses un peu délirantes. Tu avais, Arnaud Montebourg qui parlait de la 6e République arrivera grâce à l'open data. Tu avais, des territoires qui mettaient des promesses assez faramineuses donc c'était un super terrain quand on était, étudiant à l'époque en sciences de l'information et de la communication au CELSA, donc j'ai voulu faire mon mémoire là-dessus et je trouvais ça, super ces promesses faramineuses et tout. Puis en fait, en travaillant dessus, je me suis un peu pris au jeu. Au départ, je venais plutôt avec un regard critique et en fait, assez vite, je me suis dit: «Mais c'est super en fait, j'ai en de pouvoir accéder à toutes ces données-là». Ce que j'ai gardé par contre de cette époque-là, c'est quand même cette distance critique. En disant que voilà, c'est pas parce que c'est ouvert que c'est transparent, quoi. C'est pas parce que c'est ouvert que, on arrive, à une nouvelle république, à une nouvelle démocratie. Donc moi, ça fait assez longtemps que je m'y intéresse et puis, j'ai travaillé un peu en agence de communication à la NetSuite, qui était une agence qui avait quand même pas mal travaillé sur ces questions-là. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus, puis, une, rencontre ou re-rencontre avec Jérôme Denis, qui était un des invités de ton podcast, heu, qui, hem, qui m'avait suivi, sur mon mémoire et qui m'a proposé, de faire une thèse en sociologie sur ce sujet-là qui s'inscrivait un peu dans le prolongement de mon mémoire en interrogeant en fait, pas la plupart des gens s'intéressaient, sur l'open data à ce que ça va permettre de créer, à tout le volet, réutilisation. Moi, on est plutôt allé voir, du côté des coulisses, à savoir comment les données étaient ouvertes et comment on arrivait à ce que sur des portails open data, on on arrive à ce qu'il y ait des données. Donc comprendre tout le travail invisible de l'ouverture, des données, comprendre, ce que ça change au fonctionnement de l'administration, comprendre aussi, comment, ces politiques-là, concrètement, se mettent en place dans des collectivités, l'État, dans des entreprises aussi. Et donc j'ai fait une enquête sociologique dans les coulisses de l'open data à travers, des collectivités, l'État, une entreprise, l'OCDE, différents terrains. Et ce qui est ressorti de cette thèse-là, c'est que les déjà, il y a tout je me suis intéressé à comment l'open data est arrivé et l'open data, j'en ai fait l'historique et j'ai repris cet historique dans le livre. Hem, il part d'une promesse qui est celle que le public va se saisir des données, va les exploiter et c'est présenté très souvent comme quelque chose qui va se faire quasiment automatiquement. En fait, en pratique, cette promesse-là, quand on discute avec les responsables de projets open data, elle se fait pas c'est pas aussi automatique que ça. C'est-à-dire, c'est pas à partir du moment où on publie des jeux de données que les gens s'en saisissent et par ailleurs, les gens qui vont s'en saisir, c'est une toute petite,
élite, dans certains cas, en tout cas une toute petite partie de la population. Donc ça pose des questions intéressantes sur, comment les gens se l'approprient. Et puis, bah, en fait, on voit que c'est un travail qui est considérable, hein, d'ouvrir des données. Ça se fait pas en un clic, c'est pas juste appuyer sur le bouton upload, qu'il y a un travail de documentation, de mise en qualité, transformation des données qui est souvent à la fois sous-évalué, mais qui va aussi faire, le succès ou l'infortune d'un projet d'open data. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que les usagers dans les projets d'open data étaient rarement inclus. Tu vois, le la question du droit d'accès qui est centrale dans le livre, on l'avait jamais traité en fait dans les entretiens que j'ai pu faire dans des collectivités, dans les administrations qui faisaient de l'open data. On n'en parlait pas. Donc il y a des demandeurs, il y a des gens qui demandent des données, mais ils sont pas inclus dans les projets. Il y avait aussi peu tu vois, de comités quand on ouvre quand on ouvre des données, rarement on va aller consulter, les acteurs du territoire, savoir de quoi vous avez besoin, et encore moins d'actions pour, alors enfin, il y a des actions qui sont faites pour faire connaître les jeux de données et hem et en fait, ce qui est apparu, c'est que ça prend, quasiment autant de temps à un responsable de projet d'open data que d'ouvrir ces données-là. Et donc à la fin de cette thèse-là, je discutais avec, Joël Gombin qui est un ami de longue date, qui lui, alors, au départ rien à voir, hein, il travaille sur, la sociologie de l'électorat du Front national, mais pour comprendre, l'électorat du Front national, il utilise plein de données et notamment des données sur les commerces. Donc c'est un usager des données et je lui ai expliqué, c'est plutôt ces difficultés que pouvaient rencontrer les producteurs de données et lui, il me raconte un peu ses difficultés en tant qu'usager des données, avec des données qui sont difficiles à trouver, des données qui sont, des demandes qui sont rarement satisfaites, des demandes d'accès aux documents, les problèmes de qualité des données, les problèmes de documentation, le peu d'échanges entre. Et donc, est né de cet échange-là, ce qui est la conclusion aussi de ma thèse, qui est la création de la coopérative Data Activistes. On est maintenant 23 en France à travailler sur des projets d'open data et aussi plus largement de gouvernance, circulation des données publiques. Et un point qui nous paraît très important, on y reviendra, je pense, c'est la médiation des données, la data literacy, qui Data Activist est né pendant la Data Literacy Conference qu'organisait la FING. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez central parce que le simple fait d'ouvrir des données n'est pas suffisant et c'est ce qu'avait identifié Michael Gourstein à l'époque. C'est le risque, c'est de donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. Empower the empowered. Donc on est très engagé sur des questions de médiation données, assez présent dans la coopérative de la médiation numérique. Pour ces raisons-là, c'est que la promesse d'émancipation, d'empowerment de l'open data, elle se réalise que si on va vers des publics et pas qu'on attend juste que les personnes qui ont déjà ces compétences, cette petite élite qui connaît les données va s'en saisir. Et puis, donc là depuis maintenant 3 ans, j'ai une activité d'enseignant-chercheur en sociologie à Sciences Po Ex, pas très loin de chez moi. Et bah, je travaille à peu près sur ces sujets-là. Et l'idée du livre, c'est de prendre un peu là, voilà, donc moi j'ai commencé à m'y intéresser, bon, en 2008, vraiment à travailler sur l'open data en 2010 et à plein temps à travailler sur de l'open data, donc depuis 2012, ça commence à faire un petit bail, et de prendre ce recul-là pour faire à la fois, l'idée du livre, c'est de faire un essai didactique, c'est-à-dire un didactique dans le sens, il y a toute une première partie pour expliquer d'où vient l'open data, comment ça s'est traduit en France, comment c'est apparu, les grands principes pour poser les bases, pas partir du principe que tout le monde, connaît ça. Et puis après poser un bilan critique sur, les réalisations du mouvement de l'open data, et ensuite proposer des pistes d'action et des chantiers. Et j'ajoute que le livre, il se nourrit de mes différentes expériences, c'est-à-dire de l'accompagnement de projets d'open data à travers, Data Activist, de mes recherches où, bah, j'ai beaucoup étudié comment fonctionnent les projets d'open data. Là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la question des standards de données et aussi de mes activités militantes parce que, j'ai oublié de le dire, depuis une dizaine d'années, j'avais cofondé une association qui est Open Knowledge France et qui maintenant, se concentre sur un projet qui est madada.fr.
ma demande d'accès aux documents administratifs, donc je suis un des administrateurs et notre but, c'est de faciliter l'usage du droit d'accès aux documents administratifs et pour faciliter, en fait, aussi, pour moi, il y a une grande continuité, c'est que, l on peut pas se contenter juste, d'ouvrir ce que les administrations peuvent ou veulent ouvrir, mais il y a aussi répondre à la demande et tout ça se reboucle et donc ce livre, est un peu au croisement de mes différents points de vue sur l'open data et s'en nourrit. C'est ce qui lui donne toute sa richesse, hein. Ces données, on peut préciser de quoi il s'agit? C'est-à-dire que c'est à la fois, des données scientifiques, ça c'est un mouvement qui naît, comme tu le montres, plutôt dans l'open science et qui va, percoler un peu, sur d'autres types de données. Il va y avoir des données géographiques, économiques, sociales et de plus en plus des données en fait qui vont appuyer le politique. Donc progressivement, on passerait, de l'open science à un open government ou à quelque chose, de la politique ouverte. C'est en tout cas la promesse de transparence qui a animé le mouvement? Alors, le mouvement lui-même, effectivement, il vient, le terme d'open data, il vient du partage de données, dans les sciences, hein. Il y a des disciplines qui, dès les années 70 ont vraiment consacré le partage des données, l'ouverture des données comme une pratique courante et admise. Je pense à la génétique, l'astronomie, des disciplines, en particulier des disciplines où le coût d'acquisition des données était important et donc le fait d'y accéder, de pouvoir travailler, en réseau était particulièrement important, mais plus largement après ça s'est développé autour des grandes infrastructures de partage de données. Le terme lui-même open data, ce que dit la littérature, c'est qu'il a émergé en 1995, dans un accord international sur le partage des données satellitaires. Et vraiment le terme d'open data tel qu'on l'entend, il a émergé aux alentours de 2007, notamment à travers une rencontre sur laquelle je reviens assez longuement, qui est celle de Sébastopol. Sébastopol, pas en Crimée, Sébastopol en Californie, où qui est le siège de l'éditeur Tim O'Reilly, qui est un des organisateurs de cette rencontre. Donc, c'était une rencontre qui avait pour ambition pas une petite ambition quoi, d'influencer le futur président des États-Unis pour qu'il adopte des grands principes de ce que va être l'open government data. Alors je fais une petite retour en arrière. L'open government à la base, c'est à peu près le synonyme du droit d'accès, ce que les Américains appellent le Freedom of Information. C'était un open government, c'était vraiment une revendication notamment pendant la guerre du Vietnam d'ouverture, d'accès au secret de l'État dans une période de grande opacité par rapport à la conduite de cette guerre. Et donc ce terme-là était très associé au droit d'accès, ce que les Américains appellent le FOIA, le Freedom of Information Act, qui est vraiment un pilier de la démocratie américaine et un pilier aussi dans le journalisme, hein, qui est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus connu que le droit d'accès aux documents administratifs et la loi CADA française. Et donc, ils ont pris ce terme open government, ils ont rajouté data, et ils ont défini en fait les principes de l'open data, tel qu'on l'entend couramment. L'idée de ces principes, c'était de fixer d'abord un principe d'ouverture des données par défaut, qui maintenant est consacré en France par la loi pour une république numérique. Un principe aussi d'ouverture des données d'un point de vue technique, avec des formats ouverts, lisibles par les machines. Le but, c'était aussi d'éviter qu'on se retrouve avec des PDF, quand on partage des PDF dont on ne peut pas extraire les données et vraiment pouvoir les exploiter. Voire des photocopies? Des photocopies, ça arrive ici très souvent. Ça arrive encore. Et donc, pouvoir effectivement exploiter ces données-là, entrer dans le détail des données. Une liberté aussi d'un point de vue juridique avec des licences ouvertes, à peu près des équivalents de Creative Commons, soit CC BY, CC BY SA. Ça a été consacré notamment par l'Open Definition, qui est un des gros projets d'Open Knowledge International. Et enfin, un principe d'ouverture des données dans leur plus grande précision, d'ouverture des données brutes, donc de pas se contenter de données agrégées. Et ça, je pense que c'est un des points essentiels, c'est-à-dire de pas avoir accès, moi je donne souvent l'exemple, pendant très longtemps on a eu, des données sur l'accidentologie routière. On savait,
aller au mieux par département ou par commune, le nombre d'accidents par an. Là, depuis, le lancement de data.gouv.fr en 2011, on a accès à la base des accidents de la circulation dans lequel on peut savoir les conditions de circulation, les conséquences pour les victimes, le type d'accident, le type de véhicule impliqué, tout ça de manière anonymisée évidemment. Et donc ça permet, de refaire les calculs, de proposer de nouvelles interprétations, et d'alimenter le débat. Et tout le principe du livre, c'est pour ça que ça s'appelle «Les données de la démocratie», c'est de dire qu'avoir accès par défaut aux données dans leur plus grand niveau de précision, c'est un outil démocratique, c'est un outil pour renouveler la démocratie. Alors tu m'as posé la question de quelles données on parle. Alors déjà la précision importante et que je fais toujours, c'est de rappeler que l dans l'immense majorité des cas, ce sont pas des données à caractère personnel. Il y a souvent une confusion là-dessus. On n'a pas de les règles sont assez strictes et assez claires, je dois dire, en matière de ce qui peut être publié ou pas. Et ce que j'observe, c'est que, les données à caractère personnel sont traitées par les administrations comme une matière radioactive avec laquelle, qu'on va prendre avec la plus grande précaution. Il y a des exceptions, il y a des cas qui sont encadrés par la loi, notamment certains types de données ou de documents qui peuvent être publiés sans anonymisation préalable, mais c'est très encadré et il y a une liste qui est prévue. Mais sinon, les données dont on parle, ça va être des données, d'intérêt général qui servent, à la vie publique, mais plus largement, qui servent des questions d'intérêt général. La loi pour une république numérique parle des données qui présentent un intérêt économique, social ou environnemental, donc c'est extrêmement large. Heu, donc ça va être des choses très variées. On va avoir, des données sur, les subventions, sur, les délibérations, sur, les horaires, des transports, les retards des transports. On va avoir des choses sur le tonnage des déchets, les menus des cantines, la pollution de l'air, les pistes cyclables, les réseaux d'énergie, la consommation d'énergie, les diagnostics de performance énergétique, les émissions de pesticides et je pourrais continuer pendant à peu près 15 minutes, ce serait pas très intéressant. Mais la liste est longue, donc potentiellement toutes sortes de données et effectivement, il y a toutes sortes de données qui sont publiées, il y a des choses extrêmement intéressantes et puis j'ai encore envie de continuer pour parler de la biodiversité, toutes ces choses-là, mais je pense qu'il faut que j'arrête. Et donc ça vient des sciences, par contre, c'est intéressant de revenir sur ça quand même. Ça vient des sciences, ça a percolé vers, le gouvernement, ça a amené à ce concept un peu bizarre dont on pourra revenir, qui est celui d'open government, qui maintenant a pris un autre sens, qui est aussi, une fois qu'on ouvre des données, comment est-ce qu'on associe les citoyens? Comment on peut, construire des politiques publiques avec les citoyens? Et ça a aussi amené, alors je reviendrai peut-être sur toutes les facettes du mouvement de l'open data, mais il y en a une qui est particulièrement développée, qui est ce concept que tu as évoqué de science ouverte, qui est, au départ vient surtout, de la question de l'open access, l'accès aux publications scientifiques, mais c'est étendu à la matière première aussi de la recherche que sont les données et donc l'ouverture des données de la recherche à des fins de reproductibilité des résultats scientifiques, mais aussi plus largement, des questions liées, à, l'évaluation de la recherche, l'intégrité, les rapports entre sciences et société et donc l'open data arrive aussi un peu au croisement de plein de mouvements qui se revendiquent de l'ouverture, hem, la culture ouverte aussi, l'ouverture des contenus, toutes ces choses-là, il y a vraiment eu un foisonnement de mouvements qui sont liés à cette question de l'ouverture. Les données, telles quelles, hein, elles sont pas forcément lisibles. Finalement, il y a un besoin aussi, pour pouvoir pour pouvoir se les approprier, de développer ce que certains appellent une littératie, de la donnée. Donc savoir lire en fait ces données, savoir comprendre, comment elles sont faites, les limites avec lesquelles on peut les utiliser et ensuite avoir une certaine connaissance d'outils, pour pouvoir les traiter parce qu'elles peuvent être, abondantes, elles peuvent être, pas dans le format, qui convient. Donc il y a aussi tout un processus technique, à acquérir, hein, pour se les approprier. C'est
c'est quelque chose que tu vois, se développer? C'est quelque chose pour lequel, finalement, il faut des acteurs, des médiateurs comme Data Activists, pour épauler les gens dans un premier temps et ensuite, ils vont pouvoir être plus autonomes? Ou est-ce que ça c'est amené à être, beaucoup plus pérenne, d'avoir comme ça un cadre organisationnel avec, des médias, avec des entreprises, avec des associations, qui vont porter en fait cette transmission-là? Et je dirais qu'il y a il y a une vision de l'open data dans laquelle, on va s'appuyer sur ce que, les acteurs appellent souvent les infomédiaires, les intermédiaires de l'information. Il y a une vision un peu historique de l'open data où on met à disposition des données brutes, qui sont pas exploitables par des gens qui sont pas censés être exploitables par des gens dont c'est pas le métier ou qui ont pas la formation, pour le faire. Ces personnes-là vont créer des services au sens très, très large. Ça va être à la fois des applications mobiles, ça va être des articles, ça va être aussi des visualisations interactives et elles vont avoir un public beaucoup plus large. Je me souviens d'un document d'un appel d'offres, alors ça date de 2010, pour, la création de data.gouv.fr. Ils avaient vraiment fait, un peu des personas de ce que c'était, ça devait être data.gouv.fr et il y avait, un public, que je crois qu'ils avaient appelé, éclairé, capable de se saisir des données là avec un persona d'ailleurs que c'était assez marrant, qu'ils décrivaient comme, voilà trentaine, avec une formation en informatique, en fait, il dressait un portrait robot de Guillaume Rosier. Hem et à côté, le citoyen, plus qui est pas forcément ces compétences-là, va être adressé plutôt vers des services prêts à l'emploi. Je me souviens qu'ils avaient vraiment parlé de ça. Pourquoi je parle un peu au passé? Alors c'est pas du tout forcément une vision du passé parce que j'en parle beaucoup pendant la pandémie. Ce rôle des médiateurs a été essentiel. Je parlais de Guillaume Rosier, il y en a eu d'autres, des médiateurs qui ont joué un rôle essentiel pour que, les gens s'approprient les données au point que ça devienne, quand je parle de Guillaume Rosier, j'ai même pas besoin de dire qui c'est. Quelqu'un qui passait sur Quotidien, sur BFM, qui a sa notoriété. Donc qui sont devenus des acteurs essentiels et qui ont fait un travail qui est extrêmement important pour que les gens puissent s'approprier les données. Sauf qu'en parallèle, l'open data s'est massifié dans ses usages et je pense qu'on n'en a pas forcément perçu, l'ampleur. C'est massifié dans ses usages, il suffit de regarder maintenant sur data.gouv.fr, bah, c'est de l'open data aussi. On a accès à toutes les statistiques. Avant, fallait aller sur stat.data.gouv.fr. Maintenant, si on regarde un peu, on fouille un peu sur les pages des jeux de données, on peut savoir le nombre de téléchargements. Vous serez surpris de voir le nombre de téléchargements sur des jeux de données dont on soupçonne pas l'intérêt. Enfin, je le vois même, hein, des jeux de données qu'on republie nous Data Activists. On a publié le contour des quartiers de Marseille. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de téléchargements. Enfin, on le voit sur plein de jeux de données. On avait fait une enquête avec Etalab à l'époque en 2020 sur les usages de data.gouv.fr. On avait fait une enquête usagée, on mettait un bandeau sur data.gouv.fr. On a eu pas mal de réponses parce que de toute façon ça apparaissait en grand. Puis c'était une période où il y avait un usage très très fort de data.gouv.fr lié à la pandémie parce qu'on était dans une situation qui était assez extraordinaire dans laquelle toute notre vie quotidienne était guidée par des chiffres et par des données. Donc l'accès à ces données était assez essentiel. Et donc on était dans une situation où il y avait une très grande, demande, mais en fait les statistiques de data.gouv.fr ont pas beaucoup diminué depuis. Un très gros usage de data.gouv.fr, et dans lequel on a pu voir à travers cette enquête que, 2/3 des personnes n'étaient pas formées à l'usage des données. 2/3 des personnes qui avaient répondu à l'enquête n'étaient pas formés à l'utilisation des données. Et en fait, on a vu un foisonnement d'usages qu'on ne peut pas détecter comme ça, qu'on ne voit pas parce que c'est pas considéré comme ce qu'on appelle des réutilisations, c'est-à-dire des services, des choses qui sont visibles, tangibles. Mais ça allait de certaines choses comme fin 2020, comment. C'est intéressant quand on regarde les statistiques de data.gouv.fr parce qu'on voit des pics de fréquentation au moment de l'annonce des déconfinements.
C'est-à-dire que les gens vont regarder, est-ce que je vais être concerné par le déconfinement? Il y en a eu vraiment un gros pic d'usage entre avril et mai 2020. Il y en a eu un autre, alors c'était pas vraiment un déconfinement, mais à la fin de l'hiver 2020. Et donc l'un des usages, c'était de savoir, l'usage massif des données, c'était des gens qui faisaient de la modélisation amateur pour savoir si ils allaient pouvoir retrouver leur famille à la fin de l'année 2020 pour les fêtes. Et on a eu ça après, pareil, sur mai 2021. On voit des pics de fréquentation et on le voit aussi dans les commentaires qu'on a pu voir, de la modélisation amateur, des gens qui cherchent effectivement des données brutes, donc qui n'ont pas forcément cette formation. Et alors, tu me posais la question de est-ce qu'il y a encore besoin de médiateurs? Oui, il y a encore besoin de médiateurs. Le cas courant, et moi je le vois tout le temps avec mes étudiants, c'est vous arrivez sur data.gouv.fr, souvent vous venez de Google. Déjà, vous arrivez sur un portail, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est un portail open data. Enfin, si vous êtes, si vous connaissez pas ce que c'est l'open data, vous arrivez sur un portail, vous tombez sur data.gouv.fr, vous pouvez pas savoir qu'il y a une politique d'open data derrière, qu'en fait sur ce site-là, il y a forcément plein de jeux de données. Donc les gens tombent là-dessus, ils voient un descriptif de jeu de données, ils vont aller vers le téléchargement, essayer de voir ce à quoi ils peuvent accéder. Alors maintenant, ça a pas mal évolué quand même parce qu'il y a un explorateur de données, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont quand même assez cool. Et je pense qu'aussi un des trucs que j'essaye de dire dans le bouquin, c'est de dire beaucoup de gens sont restés avec une vision un peu datée de l'open data et sont pas revenus, surtout si on est resté sur une vision de l'époque des premières plateformes d'open data de 2012. Et puis les jeux de données ont beaucoup changé, les usages. Donc on peut quand même maintenant explorer les données, mais un cas classique, c'est les gens téléchargent les données, téléchargent le fichier CSV, arrivent devant un truc déjà leur Excel, s'il fait 50 mégas, l'ordinateur se met à ventiler. Et ensuite, ils arrivent avec un truc qui est complètement illisible parce que Excel ne sait pas comment fonctionne le séparateur point-virgule du CSV. Alors pardon d'être aussi technique dès la 26e minute d'entretien. Mais en France, je fais une petite aparté, mais en France, si je vous dis 3,5, je dis 3,5, je dis pas 3,5. Et la norme internationale, c'est le CSV, Comma Separated Values, c'est les valeurs séparées par des virgules. Et donc nous, en France, on utilise le point-virgule par défaut en général. Et donc, la plupart des outils sont conçus sur la norme anglo-saxonne. Donc, vous téléchargez un fichier CSV séparé par des points-virgules. Quand vous l'ouvrez dans Excel, souvent ça va bugger. Et il faut faire le changement. Ou tout simplement, même si c'est séparé par des virgules, si vous avez des vieilles versions d'Excel, hop, ça s'affiche pas. Et donc, j'ai fait ça un peu plus tard que là. Donc, je forme les gens très concrètement à ouvrir des fichiers CSV. Je peux vous former à ça. Et plus largement, il y a tout un tas de manipulations à faire pour arriver à faire quelque chose de ces données-là. C'est sûr que ça prend du temps, ça demande de l'expérience. Je dirais quand même qu'il y a une appétence du public qui est grandissante. Il y a un vrai intérêt sur les données. Alors, je donne souvent cet exemple-là, mais moi, ça m'a bluffé quand j'ai découvert un truc qui s'appelle, alors rien à voir, pardon, mais RapMiners. C'est un site qui fait du data mining. La fréquentation est énorme des paroles de rap et qui a bâti tout un média sur l'analyse des données des paroles de rap. Et c'est un site qui fait du data mining de paroles de rap, mais ils ont, je sais pas, ils ont 100 000 followers, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une vraie appétence sur ces sujets-là. Tu vois, par exemple, dans Quotidien, la chronique de Jules Grandin, qui est un cartographe assez connu, qui a vraiment une rubrique carto. Tu vois que, je sais pas, par exemple, quelqu'un comme Guillaume Rosier, justement, peut être invité dans les plateaux. Je pense qu'il y a une appétence pour ça. Je dirais qu'il y a encore assez peu de choses faites en matière de data literacy. C'est des choses qu'on pousse, mais il y a eu le concept d'Infolab qui avait beaucoup été poussé par la FING, et je pense qu'il faut continuer à pousser ces idées-là, que ce soit dans des lieux permanents, des lieux temporaires. Moi, je pousse pas mal d'idées dans le livre de tout simplement utiliser dans les médiathèques, organiser des ateliers d'appropriation des données, dans des lieux de médiation numérique, évidemment, dont font partie les médiathèques. Mais tu pourrais tout à fait imaginer dans une collectivité qui a une politique d'open data, que tu as un rayon dans la médiathèque où on fait des fiches sur chacun des jeux de données en disant on publie ça, on publie les menus des cantines, vous pouvez les analyser, on publie des cartes de bruit, la question du bruit.
Bon, les médiathèques, c'est une idée comme une autre, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire en matière de médiation des données pour les faire connaître. Parce que par ailleurs, il y a tout un public qui ne s'est pas saisi des politiques d'open data. Moi, un truc que j'essaye de faire à l'échelle de ma ville, Aix-en-Provence, travailler avec les CIQ, les comités d'intérêt de quartier, qui évoquent souvent des questions de données. Une fois, j'avais travaillé avec un CIQ qui me disait que une de leurs grosses problématiques, c'est la connaissance du stationnement en voirie. Bah, en fait, pouvoir accéder à ces données-là, faire la demande à la ville, sur Madada, pouvoir après, les retraités, produire une carte et l'afficher et puis, pouvoir montrer que, dans mon quartier, il y a beaucoup de stationnement et que ce stationnement occupe une place énorme, dans la rue, pour ça, ça demande des compétences qui sont pas évidentes, mais par contre, il y a un vrai intérêt démocratique à aider ces publics-là, à aller vers ces publics-là et c'est un peu la question que j'essaye d'évoquer dans le bouquin. C'est, certains défendent, au niveau international, l'idée d'une troisième vague de l'open data où tu aurais une première vague, c'est, je réponds à une demande, le droit d'accès quoi. Deuxième vague, c'est les politiques d'open data par défaut, on publie, sans attendre une demande et la troisième vague, c'est, de travailler avec des communautés en fonction d'un objectif d'impact, un objectif, et pas forcément des acteurs qui se sont déjà saisis de cette question-là. Je prends un autre exemple, dans le domaine de la santé, travailler avec des communautés de patients qui connaissent pas forcément les données, mais par contre ont un regard très intéressant sur, les maladies dont vous parlez, les données. Et on pourrait étendre ça à plein de sujets, quoi. Dans le livre, tu montres que, l'épidémie de Covid-19, marque une vraie rupture, fait une bascule. C'est selon toi quelque chose qui va, finalement, ça a été les gens s'en sont saisis parce qu'ils étaient confinés, ils avaient pas ils avaient le temps, ils avaient rien d'autre à faire? Ou est-ce que c'est au contraire, un premier cercle d'ouverture et qui va ensuite, se propager à d'autres ou qui va peut-être, il y aura peut-être de nouvelles vagues, liées à d'autres événements, pour lesquels des cercles de plus en plus larges, vont faire cet usage sauvage, et non académique de ces données ouvertes. Hem, je dirais qu'en fait, je pense que c'est intéressant d'aller regarder aussi tout ce qui a été écrit dans la littérature en sciences politiques sur la participation citoyenne. Il y a notamment une chercheuse qui s'appelle Nourjeh Mahrez qui avait, je crois que c'est le nom de sa thèse, c'est «No issue, no public». C'est-à-dire que et puis ça remonte à des travaux sur Dewey, et d'autres, c'est que s'il y a pas de problème, il y aura pas de public. S'il y a pas un problème auquel les gens sont qui est vraiment va occuper la vie des gens, il y a difficilement un public. Un public pour, la participation et plus largement le débat public. Dans le domaine des données ouvertes, c'est un peu pareil. Sur des sujets sur lesquels il y a peu de débat, il y aura moins de public. Encore faut-il que les gens sachent que ça existe, ce qui est peut-être moins évident que des politiques de participation citoyenne qui, par essence, s'adressent à tout le monde, donc ont un peu de visibilité, ne serait-ce qu'il y a des affiches dans le débat public pour quand il y a un débat public, une concertation. C'est pas le cas quand on lance un projet d'open data. Rarement, vous verrez des affiches 4 par 3 dans les rues, pour dire, «Vous pouvez consulter toutes les données». Pourquoi pas, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, ça a été fait un peu en 2010 à quelques endroits, à Rennes, je sais que peut-être à Brest aussi, pardon. Ça a dû être fait à Brest. Je dérive. Mais rarement, en fait, les personnes sont informées. Mais ce qu'on a pu voir sur la pandémie et qu'on peut voir dans d'autres cas, c'est que dès lors que, la personne est concernée par un problème, ces obstacles-là, qui sont des obstacles techniques, d'arriver à comprendre comment fonctionne, comment on peut montrer des choses avec les données, peuvent être surmontés et peuvent être atteintes parce que, c'est ce que la littérature en sciences politiques appelle le concernement. C'est le concernement qui va activer, faire en sorte que les personnes vont se mobiliser et dans l'idée de «Dis oui», c'est, mobiliser, créer une enquête, et l'enquête peut passer par plein de formes, dont l'usage des données. Heu
Et ça, on le voit assez régulièrement quand même, hein. Moi, j'ai eu l'occasion, je te donne un exemple, pardon de raconter ma vie. Hem, un jour là, je croisais, encore le CIQ de mon quartier, donc dont je faisais pas partie et que je connaissais pas, mon quartier est en train d'être refait. Il y a un gros problème de circulation, dans mon quartier, ce qui fait qu'il y a beaucoup de voitures, mais voilà, ça j'avait jamais été objectivé. Eux, ils ont passé, alors ils avaient un format de données, ils collectaient des données à la main, mais ils ont passé une semaine entière, à la terrasse d'un café, du matin 8h, au soir 8h, pendant une semaine entière, à compter le nombre de véhicules, le type de véhicule, et sur chacun des véhicules, ils regardaient le type de véhicule. Est-ce que c'est un 2 roues? Est-ce que c'est un camion? Est-ce que c'est, un véhicule léger des Bouches-du-Rhône, véhicule léger hors Bouches-du-Rhône? Alors pardon de te raconter tout ça en détail, mais ça montre quand même. Ils collectaient ça, après ils collectaient le sens de circulation sur chacun des véhicules. Donc moi je croise ces gens bizarres qui se disent, VL13, Sextus, VL13, Cordelier, qui s'enchaînent parce qu'en fait le problème c'est qu'à certains moments il y a plus de 800 véhicules par heure dans cette toute petite rue. Heu, Ils l'ont mis dans un fichier, dans des pages. Et ils ont collecté ces données pendant une semaine. Alors le problème, c'est qu'ils savaient pas exactement quoi faire, mais l'avantage, c'est qu'ils ont un voisin sympa, donc je les ai aidés à faire des visualisations de données, et on a permis de porter ça auprès de la ville, et ça a étoffé leur argumentaire dans tous les travaux sur la rénovation de ce quartier. Heu, mais eux, ils sont lancés en fait là-dedans. Tu vois aussi toutes les pratiques, et ça c'est très courant, des associations vélo, qui font du comptage, de cyclistes, et qui passent des heures et des heures à compter, les véhicules. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie appétence. Quand le besoin existe, les gens s'en saisissent. Alors, peut-être qu'ils vont utiliser, pas forcément un outil hyper adapté, tu vois? Ils vont collecter ces données-là sur papier. Bon, c'est vrai que ça prend du temps après à retransformer ça et à pouvoir faire quelque chose. Mais il y a vraiment ces pratiques un peu, sauvages, et ça rejoint en fait des débats qu'il y a eu sur, la participation citoyenne, entre, une participation citoyenne, alors, c'est, Loïc Blondiot qui disait ça un peu sur le ton de l'humour, participation citoyenne un peu, d'élevage, où l'administration va cultiver, va entretenir, une participation citoyenne qui est un peu, domestiquée, dans un cadre un peu, et dans lequel le public va pas forcément toujours trouver son compte. Parfois il le trouvera, parfois il le trouvera pas, et une participation un peu plus sauvage, où, les personnes vont collecter elles-mêmes leurs propres données parce qu'elles n'existent pas ou parce qu'ils en ont pas connaissance, et qui a une forme de créativité et d'intérêt, et ça, en fait, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, et je me désole autant parfois du débat, de la vitalité du débat démocratique en France, mais encore plus dans ma ville où on a un peu tendance à dire: «Bon, c'est bon, il y a du soleil, tout va bien». Hem Et en fait, il se passe pas mal de choses, quoi, et si c'est le cas à Aix, qu'est-ce que ça doit être, qu'est-ce que c'est ailleurs, en fait? Je pense que plus largement, le message que je dis de plus en plus, c'est qu'en fait, on ne connaît pas bien les usages de l'open data, et qu'en fait, ils sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands que ce qu'on imagine, et ils sont beaucoup plus surprenants que tout ce qu'on peut imaginer. On n'y passe pas assez de temps, en fait, à les connaître. Ça souligne bien le sous-titre de ton ouvrage, Pouvoir et contre-pouvoir. Et on voit bien qu'ici, ce que tu nous décris, c'est que, documenter, il y a déjà un premier niveau, documenter, grâce à ces données, son quotidien, une politique, les effets d'une réglementation ou d'une pratique. C'est déjà un contre-pouvoir, et puis ensuite, il y a aussi un deuxième niveau qui va être, celui de créer des catégories d'analyse, de compréhension, en fait. Les acteurs ne s'en tiennent pas, en fait, à ces simples données. Ils vont aller après, en faire quelque chose, les croiser, et ça, c'est aussi quelque chose que tu analyses, hein. Ouais, c'est cette idée, qu'on retrouve dans le livre Statactivisme, hein, qui m'a beaucoup inspiré, notamment qui m'a inspiré le nom d'Atactiviste. Hem Cette idée de proposer de nouvelles catégories.
tu vois? Enfin, récemment, on me posait la question de: «Qu'est-ce que tu aurais écrit, si tu devais réécrire le livre?» Peut-être que j'aurais fait un peu ce qu'ils ont fait dans cet activisme, peut-être ça arrivera un jour, je le ferai, un peu de cette typologie des manières de se mobiliser avec des données. Alors, il y a cette question de proposer de nouvelles catégories qu'on retrouve dans la statistique et qui est très forte, qui est bien expliquée dans cet activisme. Heu, Défendre de nouvelles catégories, défendre de sujets qui sont pas pris en compte par les pouvoirs publics. Moi, je reviens pas mal sur la question du comptage des féminicides, qui à mon avis est un exemple, extrêmement puissant et inspirant et à la fois terrible, de comment on peut, mettre à l'agenda des sujets qui sont pas forcément pris en compte par les pouvoirs publics. Et c'est intéressant quand on regarde la question des féminicides de voir qu'il y a plusieurs comptages qui existent, qui sont parallèles et que leur coexistence est intéressante parce que c'est pas le même discours, la même définition. Et c'est intéressant de défendre l'idée que si on veut une société diverse, il faut aussi avoir une diversité des données et qu'à un moment, c'est bien aussi qu'il y ait plusieurs manières de compter. Et ça, c'est des choses que je pense qu'il faut continuer à développer. Mais sinon dans les manières de se mobiliser, dont vont se mobiliser les contre-pouvoirs avec les données, il y a aussi tout simplement l'idée de proposer de nouvelles interprétations qui est essentielle. Hem, L'exemple que je cite en introduction du livre, c'est alors là, c'est plutôt, le con le passage sur les routes départementales à 80 km/h où, il y a l'association 40 millions d'automobilistes qui est bon là, le lobby des automobilistes, qui s'est, saisi des données au moment où Édouard Philippe, le Premier ministre, avançait, que l'expérimentation qui avait été conduite avant le passage aux 80 km/h sur 3 tronçons test avait, effectivement réduit l'accidentologie et ils ont eu cette bonne idée d'aller regarder dans les données, du ministère de l'Intérieur, voir si, effectivement ça avait, baissé l'accidentologie. Bah, ils ont prouvé que l'accidentologie, elle est restée stable pendant l'expérimentation et que cette prétendue objectivité, de la décision, était dure à prouver. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on peut s'inspirer des sciences dans notre rapport aux chiffres, à la donnée, parce que on est dans une situation où le politique a un recours permanent aux chiffres, quoi, en use et en abuse, et qu'en face, on est un peu désemparé, hein, face à ça, au point même que parfois, on pourrait aussi se passer de chiffres à certains moments, on pourrait se passer de données et que tout ne doit pas être nécessairement mis en chiffres. Mais en attendant, les sciences ont une revendication qui est intéressante, je pense, pour le citoyen, qui est cette exigence de reproductibilité de la décision publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une décision qui est réputée objective sur la base de données, on devrait pouvoir accéder aux données et refaire les calculs et pouvoir le prouver, le contester, montrer d'autres interprétations et montrer que, bah, c'est sûr qu'il y a différentes manières d'interpréter une situation et donc cette exigence de reproductibilité, elle me paraît intéressante. Puis il y a aussi de proposer de nouvelles formes de visualisation et puis de proposer de nouvelles manières de compter, qui sont intéressantes. Et pour moi, j'aime bien cet exemple du 80 km/h parce que je dis que c'est pouvoir le sous-titre du livre, c'est «Pouvoir et contre-pouvoir», donc on voit sur le passage à 80 km/h comment le contre-pouvoir s'en est saisi, mais aussi le pouvoir après a posteriori. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une expertise, a posteriori du passage à 80 km/h dans laquelle alors si on regarde les chiffres de l'accidentologie, alors je suis pas spécialiste de ça, mais l'accidentologie routière, elle avait un petit peu augmenté sur cette période-là. Donc on pourrait se dire, bah, OK, ça a vraiment servi à rien ce passage à 80 km/h. Sauf qu'en fait, ce qu'a fait, le CEREMA, qui a analysé les données, de l'accidentologie, ils ont isolé juste les routes départementales. Ils ont regardé l'évolution de l'accidentologie juste sur les routes départementales. Ils ont prouvé qu'elle a diminué sur les routes départementales qui étaient passées à 80 km/h. Et donc c'est intéressant de voir qu'il
une décision qui pour certains n'était pas objective peut le devenir après et qu'en fait tout ça peut évoluer dans le temps, et que c'est souvent plus complexe que ça. Et aussi le sous-titre open data pouvoir et contre-pouvoir, c'est aussi de dire que l'open data est inscrit dans la loi. Ça a été une décision, du pouvoir au moment où ça a été acté, mais maintenant ça continue d'être soutenu, politiquement de manière plus ou moins ça dépend des périodes, ça oscille. Dans des collectivités, tu vas avoir un soutien politique à l'open data, dans d'autres non. Et tu vas avoir aussi une mobilisation des contre-pouvoirs, donc les deux se répondent et je pense que dans une démocratie saine, il serait bon de revenir à des principes qui sont pas nouveaux, Montesquieu, le principe aussi de check and balances, le pouvoir a besoin du contre-pouvoir et donc défendre l'open data comme un levier important de la vitalité démocratique, c'est aussi, entretenir la démocratie et en soi, ça devrait pas poser problème. Tu l'as déjà dit, une grosse partie de ton travail, s'est concentrée sur l'amont, de cette ouverture, hein, sur le travail au sein des organisations, ce travail, parfois invisible, et tu le décris, dans le livre comme étant celui de souvent de quelques personnes très motivées au sein de ces organisations qui vont porter la chose, qui vont, y passer du temps, convaincre les autres. C'est-à-dire que ça se fait pas tout seul et c'est bien parce qu'il y a des individus qui portent, ce travail-là que ça avance. Ouais, c'est l'image de l'abeille, qui est en couverture de l'ouvrage pour montrer, à la fois le caractère, essentiel à la vie démocratique d'ouverture des données, le fait que dès lors que les données sont ouvertes, ça crée une sorte de pollinisation qui est fertile, quoi. C'est-à-dire elle va bien au-delà de quelques usages, mais elle se répand. Mais c'est aussi l'abeille, c'est aussi cette fragilité et le fait que ça dépend de quelques personnes et c'est la fragilité de cet écosystème de l'open data qui est à la fois, essentiel, qui paraît robuste, mais qui en fait est assez fragile. Moi, ce que j'observe, c'est que les personnes qui conduisent des projets d'open data, dans des administrations sont rarement soutenues par leur hiérarchie pour le faire. On C'est rarement inscrit dans leur, fiche de mission, dans leur, temps de travail. C'est rarement quelque chose pour lequel ils vont être, encouragés et que ça dépend beaucoup, en fait, de leur, bonne volonté et du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et à juste titre, je pense aussi que, l'open data est un moyen de répondre aux principes du service public, de continuité, d'adaptabilité, et aussi que ça permet de renforcer la démocratie, de créer, des choses qui ne pourraient pas exister sans l'ouverture des données et tout ça, ça dépend de très peu de gens et on le voit souvent en fait quand il y a des départs, hein, des personnes qui ont conduit des projets d'open data, ben, souvent, ces projets-là, peuvent être mis à mal au moins un certain temps parce que, ça ré ça repose sur des volontés, de quelques personnes et donc que je pense que c'est important de reconnaître, heu, l'importance de ce travail-là, le fait que si on arrive sur un portail comme data.gouv.fr et qu'on voit autant de données derrière, il y a eu plein de pardon pour, si c'est un peu infantilisant, plein de petites abeilles, qui ont, qui ont, qui ont œuvré et qu'en fait tout ce travail-là, on ne le voit pas. On ne le prend pas assez en compte et il repose sur des volontés, qui sont fragiles. Merci beaucoup Samuel Goetta. Merci à toi, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.